Salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs et chers amis internautes. Bienvenue dans Pensée africaine, votre rendez-vous dédié aux esprits qui façonnent l'avenir de notre continent. Scientifiques, penseurs, artistes, bâtisseurs de culture, ici nous donnons la parole à celles et ceux qui inspirent l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Dans ce numéro, nous vous emmenons à la découverte d'un véritable monument du savoir africain, un baobab de la pensée critique et de l'engagement scientifique. Pour découvrir notre invité, place tout de suite à la première séquence, la découverte. Regardons ensemble. Dans un monde où les voix africaines luttent encore pour s'affirmer, une plume nigérienne s'élève, à la fois puissante et subtile. C'est celle du professeur Abdelaziz Issa Daouda, une figure emblématique de la pensée littéraire africaine contemporaine. Né au cœur du Niger, Abdelaziz Issa Daouda s'est très tôt passionné pour les mots, les récits et les traditions orales. Titulaire d'un doctorat de l'université Montpellier III Paul Valéry en France en 1993, il va préparer en 2005 une thèse d'habilitation à diriger les recherches auprès de l'Université d'Artois en France. Il poursuit ses fonctions au département de lettres, arts et communication de la faculté des lettres et sciences humaines de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey, d'où il s'est imposé comme une référence dans l'étude de la littérature et civilisation africaine et francophone. Le professeur Abdelaziz Issa Daouda, du haut de son grade de professeur titulaire des universités du CAMES, il est connu en tant qu'homme de méthode, homme d'organisation, une personne qui se distingue par sa rigueur intellectuelle, par sa discipline, sa constance dans le travail et surtout sa capacité à rester toujours à jour des évolutions scientifiques, des évolutions méthodologiques, des évolutions, je dirais, pédagogiques. Vous avez en la personne du professeur une passion assez particulière, une passion assez singulière pour le partage de connaissances, le partage du savoir. Abdelaziz Issa Daouda m'a tenu pratiquement en première année d'université jusqu'à mon année de thèse. Il a été mon directeur de thèse et il a conduit effectivement ce travail-là ou cette recherche avec une certaine dextérité. C'est vraiment un travailleur acharné. Je me rappelais que Abdelaziz Issa Daouda avait des cours à l'époque de 50 heures par rapport aux UV, mais on faisait pratiquement 70 ou 80 heures de cours. Parallèlement à ses compétences d'enseignant-chercheur, il possède une expertise en planification de l'éducation à travers un diplôme obtenu à l'Institut international de planification de l'éducation à Sèvres en France, puis un autre en élaboration et évaluation des politiques publiques, gestion des projets, coopération internationale à l'ENA à Paris. Il partage sa passion avec rigueur et générosité. Il m'a tenu à l'université de Niamey en tant que professeur de lettres et spécialité roman nigérien. Et cet homme hors pair, de cet enseignant, de ce visionnaire, qui aujourd'hui est devenu notre collaborateur, compte tenu de cette opportunité-là que nous avons de la mobilité entre les différentes universités. Issa Daouda Abdelaziz est professeur des universités, professeur du CAMES. Et c'est un honneur que nous avons qu'il vienne tenir nos étudiants en master. Et c'est une fierté pour le département de lettres et de quelqu'un qui a formé les cadres du département de lettres. Tous les enseignants qui sont là ont passé sous, n'est-ce pas, l'enseignement du professeur Issa Daouda Abdelaziz.
Responsable du développement et de l'innovation à l'université Abdou Moumouni, il incarne un pont entre tradition et modernité. L'expertise diversifiée qu'il possède lui a permis d'occuper de hauts postes administratifs et techniques au plan national à travers les fonctions d'aide à la décision auprès de plusieurs décideurs. Professeur Issa Daouda a passé 6 années au ministère de l'Enseignement supérieur, au poste de directeur de l'enseignement supérieur, directeur général des enseignements supérieurs et de la recherche, directeur de cabinet du ministre de l'enseignement supérieur. Il totalise 5 ans au poste de conseiller principal en éducation, recherche et formation professionnelle au cabinet du Premier ministre. Avec son expertise en matière d'assurance qualité, il a assuré les responsabilités de vice-président de cellule d'assurance qualité de l'université Abdou Moumouni de Niamey et de conduire des évaluations universitaires au sein de son institution à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou 1 et à l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE de Ouaga au Burkina Faso. Il a publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Dans la double tentation du roman nigérien, son œuvre majeure, le professeur Issa Daouda explore la tension entre la tradition orale et les formes narratives héritées de l'Occident, une analyse fine, engagée, qui révèle les défis identitaires de la littérature nigérienne. Il revisite aussi les épopées africaines à travers les figures légendaires comme Boubou Ardo Gallo et Gorbo Diko. Ces récits, publiés en 2 volumes, redonnent souffle à la mémoire collective d'un peuple. Son engagement pour la connaissance a franchi les frontières. Le professeur Issa Daouda a été décoré dans l'Ordre international des palmes académiques du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES, une reconnaissance continentale de son rayonnement intellectuel. Plus qu'un intellectuel, le professeur Issa Daouda est un passeur. Il transmet, il éveille, il inspire. Une génération entière l'écoute pour se raconter. Nous savons, dans le monde universitaire nigérien et africain, le nom Abdulaziz Issa Daouda est aujourd'hui une référence, je dirais, incontournable. Il est disponible dans l'accompagnement, il est une inspiration, un modèle de persévérance, un modèle de chercheur rigoureux pour ses étudiants. Tous ceux qui ont eu donc à le côtoyer, tous ceux qui ont eu à travailler avec le professeur Abdulaziz Issa Daouda pourront confirmer qu'on a à la personne, en sa personne, quelqu'un de très méthodique, de très rigoureux. C'est pratiquement l'un des tout premiers enseignants que j'ai vu qui, quand il finissait par exemple un examen, avait quand même le goût de corriger pour montrer aux étudiants quel est le contenu du sujet qu'il avait donné et quelles sont les erreurs qu'il pouvait éventuellement corriger. Et il faut retenir d'Abdulaziz Issa Daouda ce sens effectivement du devenir de l'autre. Il a vraiment à cœur le devenir de ce Niger. Si vous l'entendez parler ou vous le voyez réagir, vous allez penser effectivement que c'est vraiment une personne d'une certaine carapace, très dure, mais qui au fond vraiment est un homme exceptionnellement humain. Je retiens de lui vraiment un souvenir très agréable et de l'intérêt qu'il accorde à la formation, de l'intérêt qu'il accorde à la science, à la littérature. Il y a quelque chose de lui que nous avons vraiment gardé et qui fait que le département de lettres, arts et communication de l'université André Salfou rayonne. Que c'est un homme très 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 engagé que nous avons et qui se soucie de l'intérêt des autres. Il milite pour une littérature enracinée dans le vécu nigérien, mais résolument tournée vers le monde. Professeur, penseur, écrivain, Abdulaziz Issa Daouda est une voix singulière qui transcende les frontières du Niger. Une voix qui participe à enrichir l'imaginaire de tout un continent. Après cette immersion, place maintenant à l'entretien
le professeur Abdelaziz Issa Daouda a accepté de répondre à nos questions. Un échange riche et éclairant que nous vous proposons de suivre sans plus tarder. Professeur Abdelaziz Issa Daouda, bonjour, bonsoir à vous. Bonjour, docteur Touadou. Alors, bienvenue donc sur cette émission et merci d'avoir répondu présent à notre invitation. La toute première question que nous allons vous poser, professeur, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir la voie de la science en général et celle de la littérature africaine et critique littéraire en particulier? D'accord. Alors, ce n'est pas un choix délibéré, en fait. Je pense que c'est plutôt fortuit. C'est plutôt fortuit parce que après mes études moyennes, après le BEPC, moi j'ai été orienté en formation professionnelle, notamment en électromécanique. Des études qui n'ont pas duré. Et j'ai dû me retrouver à l'Institut de formation aux sciences de l'information pour préparer un certificat de surveillant d'émetteurs de télévision. J'ai travaillé 5 ans à l'Office de radio et de télévision du Niger. Puis j'ai été victime d'une compression de personnel, donc je me retrouvais sans boulot, à vrai dire. Et je pense que c'est en ce moment-là que j'ai repris disons, une perspective de la deuxième chance. Là, j'ai repris les bancs avec le baccalauréat de série A4. Et le baccalauréat de série A4 me ramène loin de ma première option qui était série F2 électromécanique. Et je pense que c'est de cette manière fortuite-là que je me suis engagé dans des études pré-universitaires et après-universitaires en lettres modernes. Et puis après, tout est parti de manière magique. Voilà. Alors, en sciences, vous aurez pu peut-être choisir d'autres domaines scientifiques, mais pourquoi cet amour, cette passion pour les lettres? Alors, vous savez, la passion pour les lettres, en fait, c'est comme un marigot dans lequel vous tombez. Après, vous ne pouvez plus vous séparer. Le début, comme je l'ai dit, a été fortuit. Lorsqu'il fallait reprendre mes études, j'avais réfléchi de manière stratégique. J'ai pensé que le baccalauréat, qui était dans mes cordes, c'est plus facilement le baccalauréat de série A4, lettres philosophie. Et voilà comment je me suis engagé. Au départ, de manière fortuite. Après, c'est devenu une véritable passion, quoi. On ne peut plus s'en séparer. Voilà. Alors, nous allons nous intéresser à présent à vos œuvres et contributions scientifiques. Vous avez publié plusieurs ouvrages et articles scientifiques. Ne pouvant donc nous attarder sur toutes vos productions scientifiques, nous en avons recensé 3, dont 2 ouvrages. Alors, parlons d'abord de l'ouvrage publié en 2021, qui est intitulé « Récits épiques du Niger réécrit ». C'est une œuvre qui revisite et réécrit, je vais dire, des épopées traditionnelles nigériennes. Professeur, parlez-nous brièvement donc du récit de Boubou Ardo Gallo et celui de Somo Soga et Lobo Soga. Alors, quelle est leur importance dans la valorisation du patrimoine littéraire nigérien? D'accord. Alors, d'abord, le choix d'écrire ces ouvrages-là répond à un besoin de sauvetage, voire de sauvegarde. Parce que ce sont des récits épiques qui, dans leur premier format, étaient dits par des griots bardes nigériens. Il se trouve que les griots bardes sont en train de disparaître. Là, ils ont tous disparu. Ils sont disparus et il n'y a pas de relève. Alors, une année, à l'occasion
de la direction de la thèse de Dr Yacouba Garba, qui est de l'université de Zender, que j'ai dirigé. J'ai eu un flash sur la nécessité de trouver une autre vie à ces récits-là. J'ai été inspiré par Sundiata Keita de Jibril Tafsir Niang. J'ai pris ces récits, je les ai réécrits sur la forme romanesque. Donc déjà à ce niveau, nous avons absolument une dynamique de sauvegarde de ces récits-là et de leur perpétuation. Maintenant, ce sont des épopées. Et en tant qu'épopée, nous avons une sorte de confluence entre de nombreux aspects de la tradition orale. En dehors de l'historicité même de ces textes-là, nous avons absolument la rencontre de plusieurs esthétiques négro-africaines dans l'évolution. Donc, de manière globale, sous ces deux tendances-là, réécrire ces épopées était un choix absolument de participation à la sauvegarde de l'esthétique négro-africaine. On peut dire également, je dois le dire, moi quand j'ai commencé ces récits épiques, pour moi il fallait ouvrir la voie aux plus jeunes. Aux plus jeunes. Ah ouais. Jeunes J'ai dit, je vais faire le tome 1. Faire le tome 1 et après, je leur expliquerai et ils continueront les tomes. Malheureusement, ils n'ont pas continué. J'étais obligé de faire le tome 2 aujourd'hui. J'espère qu'ils vont écrire la suite de cette série-là. Donc, on peut dire que comme l'appétit vient en mangeant, vous êtes allé à un deuxième tome. Un deuxième tome. On espère bien que les jeunes chercheurs vont s'inspirer donc absolument pour continuer. Pour continuer l'œuvre d'Amé. Il y a un autre ouvrage qui vous a permis de remporter le prix Boubouama lors de la 8e édition du mois du livre, de la littérature et de la lecture publique au Niger. Il s'agit de votre essai intitulé Boubouama, conteur et romancier. Cet ouvrage-là a été publié donc en 2008. Alors, quelle est la contribution donc de cet ouvrage à la préservation et à la valorisation des traditions orales au Niger? D'accord. Alors, la réponse est très simple. Oui. C'est un ouvrage qui aborde Boubouama. Et en l'abordant, tout est dit. Cet ouvrage qui en réalité s'inspire de travaux que je devais présenter en 2005 auprès de l'université d'Artois en France, à Arras, me proposait de présenter l'itinéraire de la littérature nigérienne. Et avec mon directeur d'habilitation, nous sommes rendus compte que finalement, la meilleure manière de décrire l'itinéraire de la littérature nigérienne, c'est de décrire l'investissement de Boubouama. Nous avons choisi les œuvres narratives de Boubouama. Maintenant, après, il fallait configurer un essai et nous avons choisi le titre de Boubouama, conteur et romancier. Donc, dont la vie et la production va nous montrer cet itinéraire-là d'une littérature qui naît avec les indépendances, mais qui se nourrit des apports de toutes les autres expériences de littérature africaine. Donc, alors, Boubouama, il a écrit ses œuvres s'enracinent dans les cultures et traditions Songhai. Et pour Boubouama, le Songhai, là, c'est pas un peuple. Hein. Le Songhai est un espace, disons, à la fois un espace social, historique et culturel, hein, dans lequel vivent en cohésion plusieurs groupes. Hein. Donc le Songhai, ce n'est pas le peuple Songhai. Le Songhai, c'est l'espace Songhai qui s'enrichit de bien d'autres cultures. Tout à fait. Alors, donc, nous allons maintenant parler d'un de vos articles. Et cet article-là, vous l'avez publié en anglais. Le titre est ceci: Two favorite themes in
Nigerian Literature. Ok. Vous avez abordé des thèmes récurrents dans la littérature nigérienne. Alors, quels sont ces thèmes et pourquoi sont-ils significatifs? D'accord. Alors, ces thèmes, d'abord, c'est un peu la typologie que j'ai appelée une littérature spécifiquement nigérienne, voire sahélienne. Voire sahélienne, c'est des thématiques qui s'inscrivent dans les préoccupations de l'espace du Sahel et qui sont liées à des sous-thèmes tels que la famine et la sécheresse, hein, l'exode et l'immigration. C'est les deux tendances. Alors, j'ai soutenu en 1993 une première thèse de doctorat à l'université de Montpellier, en France. Cette thèse est intitulée « La double tentation du roman nigérien ». C'est la thèse que j'ai reprise sous forme de collection critique à l'Harmattan. Alors, cette thèse a été consacrée à la définition de typologie romanesque. Donc, la première typologie va être la typologie coloniale. Or, la typologie coloniale, vous comprenez, le Niger, qui a une production qui est née après 1960, n'a pas participé à l'expression de la colonisation. Deuxièmement, nous avons l'autre deuxième typologie africaine qui est consacrée à la littérature du désenchantement, qui renvoie à la littérature qui naît à partir du soleil des indépendances d'Amadou Kourouma. Là aussi, le Niger, même s'il participe à cette typologie, à travers le désenchantement, n'en fait pas absolument un thème de prédilection. Maintenant, à côté de ces tendances transversales de la littérature africaine, le Niger va développer une production romanesque axée sur les préoccupations sahéliennes qui représentent la typologie de la littérature du malheur. Les deux thèmes-là, d'un côté famine, sécheresse et famine, de l'autre côté exode et immigration. D'ailleurs, ils sont liés. Hein. C'est parce qu'il va y avoir sécheresse qu'il y aura famine et que les gens vont partir. Absolument. Voilà. Ok, nous allons nous intéresser maintenant à votre parcours, parce que dans notre document, tout à l'heure, nous avons montré que vous avez eu un parcours vraiment enrichissant en matière administrative et même auprès des décideurs. Ouais. Alors, nous allons d'abord commencer par l'université. En tant que directeur du développement, de la prospective et de l'innovation à l'université Abdou Moumouni de Niamey, quelles sont vos missions ou quelles étaient vos missions et objectifs? D'accord. Alors, en tant que directeur du développement, l'objectif principal, c'est la valorisation des résultats de la recherche et la facilitation de leur accès aux populations. Parce que, vous voyez, même au niveau du CAMES, ces derniers temps, l'université s'est trouvée une mission prioritaire. C'est la mission qu'on intitule service rendu à la société. Or, à l'université, nous faisons beaucoup de recherches fondamentales, mais un peu moins de recherche appliquée. Or, la recherche appliquée, c'est elle qui participe de manière directe au confort des populations. C'est ça l'objectif de cette direction-là. La direction s'appuie sur deux autres entités. On a un service d'appui à l'innovation technologique, CATI, mais nous avons un centre incubateur. Alors, le centre incubateur, bien sûr, va alimenter l'entrepreneuriat et les jeunes vont développer cette recherche appliquée et rendre service à la société à travers leur application. Donc, en gros, ma direction veut établir le pont entre l'université et l'utilité sociale directe. Et est-ce qu'il y a des mécanismes donc, de vérification ou de suivi pour faire peut-être des bilans à mi-parcours afin de corriger en cours de chemin des couacs ou des insuffisances qu'on aurait constatées? Absolument. Parce que la direction que j'occupe
elle est aussi responsable de l'assurance qualité à l'université. Hein. Je suis responsable de l'assurance qualité à l'université depuis plus de 10 ans. Donc tout ce que nous faisons est suivi dans la perspective de l'amélioration continue. Nous avons des indicateurs, nous avons des sondages d'opinion, faisons des sondages d'opinion, tout cela, pour pouvoir absolument être au courant des desiderata des utilisateurs. Notamment, à partir de l'année prochaine, nous aurons à définir un cadre de rencontre entre les utilisateurs de nos produits, notamment les résultats de la recherche, ainsi que les produits comme les diplômés de l'université, un cadre d'échange régulier à travers lesquels nous allons enregistrer les besoins, les points d'amélioration, afin de toujours faire mieux. Tout à fait. Alors, nous allons nous intéresser également à une autre fonction que vous occupez à l'université. Vous coordonnez le programme de master professionnel en communication et multimédia. Alors, dites-nous, quelles sont les motivations derrière la création de ce programme et quel impact cela a-t-il eu jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Alors, ce master a été créé pour combler un vide. Combler un vide, hein, parce que on avait comme formation en communication au Niger, offre de communication, c'est plutôt l'offre journalistique, communication médiatique à l'IFTIC. Okay. À l'IFTIC. On était en collaboration avec l'IFTIC. Lorsque nous avons eu l'idée de ce master-là, nous les avons conviés à une réunion pour leur proposer de s'investir dans la mise en œuvre, parce qu'ils sont déjà reconnus comme établissement de formation aux sciences de l'information et de la communication. Nous avons dû attendre 3 ans, ils n'ont pas mis en œuvre et nous avons décidé de nous lancer dans cette offre-là en répondant aux besoins de la société et aux besoins des étudiants qui font des parcours de licence. Et nous sommes ouverts à tous les parcours de licence. Hein. Aujourd'hui, nous accueillons les étudiants de l'université de Dosso qui font du journalisme reporter jusqu'en licence. Nous accueillons les étudiants de lettres, arts et communication de l'université André Salifou de Zender, ainsi que ceux de Niamey, bien sûr. Mais nous sommes ouverts aussi aux licences de philosophie, de linguistique, de langue. C'est-à-dire tout ce qui est licence S-lettres. S-lettres. Okay. S-lettres, avec ancrage ou non en sciences du langage. Voilà. Ok. Alors, en tant que membre du comité scientifique de la revue Environnement et Dynamique des sociétés, comment contribuez-vous à la promotion de la recherche interdisciplinaire au Niger? Ah, d'accord. Oui, alors là, je ne suis pas dans ce seul comité scientifique. Hein. Il y en a plusieurs au niveau national et au niveau sous-régional et international. Et cette participation traduit ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs. Okay. Donc, nous sommes là, c'est lorsqu'on est professeur titulaire, on est forcément engagé dans la préparation de la relève. La relève à l'université, elle est importante et souvent, elle prend du temps hein, pour que un professeur puisse assurer la relève pour fabriquer, entre guillemets, un autre professeur, ça prend du temps. Donc, par les revues, souvent, nous regardons leur production. Hein. Quand on fait un colloque ou une revue, beaucoup participent. Oui. Il faut lire ce qu'ils ont produit, proposer des observations qui permettront aux articles qu'ils auront écrits d'avoir une certaine facture. Hein, parce que quand vous l'écrivez, quand il est validé, il est mis à la disposition d'autres chercheurs. Parce que c'est ça le propre de la recherche. Le propre de toute recherche, c'est s'appuyer sur les recherches antérieures. Déjà effectuées. Absolument. Donc vous contribuez à l'amélioration de la qualité de ces Absolument.
de ces productions scientifiques. Absolument. Alors, nous allons toujours continuer avec vos fonctions administratives. Nous allons vous poser une question parce que généralement, nos enseignants, les universitaires occupent des fonctions politiques. Et vous n'en manquez pas non plus. Alors, nous voudrions vous demander comment avez pu vous concilier la fonction d'enseignant-chercheur et ces fonctions politiques, directeur de cabinet, directeur de l'enseignement général supérieur, etc., etc. Est-ce que cela a été facile pour vous de concilier les deux? Non, ce n'est jamais facile, mais évidemment, la prise de conscience de l'engagement et des besoins, et surtout de l'organisation et de la discipline, permettent de concilier. Au Niger, c'est plutôt facile. Hein. Moi, les postes que j'ai occupés sont des postes extra-universitaires, mais on peut aussi, d'une certaine manière, les considérer comme une sorte de continuation de l'université. Oui. Parce que j'ai occupé de nombreuses fonctions au ministère de l'enseignement supérieur. Pour moi, c'est une continuité de l'université. Et même au cabinet du Premier ministre, hein, j'ai accompagné successivement 4 premiers ministres. Et je les accompagne dans un domaine qui, de manière naturelle, qui relève de votre oui, absolument, tout à fait, oui. Donc je fais, et puis bon, moi j'ai la chance aussi de toucher à tout. Hein. Je suis rentré au cabinet du Premier ministre parce que j'étais également planificateur de l'éducation. Tout à fait. J'ai fait la planification et la gestion de l'éducation du préscolaire jusqu'à l'université. Voilà. Donc et puis bon, la passion aide à gérer tout ça. Voilà. C'est pas facile. Alors, dans tout ce parcours-là, nous voudrions vous poser une question à 2 volets. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Ça, vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Non, il y a sans doute, il y a beaucoup d'expériences de cette sorte. Hein, mais bon, il ne faut pas en faire une fixation. C'est ce qui permet d'avancer. Oui. Mais comme vous le demandez, les 2 questions que vous posez se rejoignent dans une expérience. Oui. C'est l'expérience, les premières expériences au ministère de l'enseignement supérieur. Le ministre m'avait demandé de combler un vide. Il m'a dit que nous n'avons pas une législation d'enseignement supérieur privé et nous n'avons pas de politique nationale d'enseignement supérieur. Il m'a dit, c'est ce que je te demande, agis pour nous produire. Alors donc moi, je suis rentré de plein pied, effectivement, dans l'organisation d'une législation de l'enseignement supérieur privé, parce que les écoles sortaient de toutes parts et elles n'étaient pas suivies dans le sens d'une meilleure qualité. J'ai décidé de créer un forum avec tous les responsables de ces établissements-là, en leur montrant que, évidemment, être fondateur d'une école, c'est une activité lucrative sans doute, mais convenez que faire de l'école et vendre des beignets, ce n'est pas la même chose. Et j'ai voulu les organiser dans le sens de l'amélioration, de formulation de règles, de normes, de standards internationaux, ce que nous faisons. Bon, ça, ils l'ont mal pris. Il y a beaucoup de mécontents. Et tous étaient d'ailleurs mécontents. Mais il y avait un qui avait un poids politique, hein, parce qu'il est membre du bureau politique du parti, du régime qui dirigeait à l'époque. Il m'a menacé, moi qui étais un jeune maître assistant. Il m'a dit, on va vous sauter. J'ai dit, faites vite, parce que tant que je suis là, je vais aider les mauvaises écoles à mourir et je vais aider les bonnes écoles à grandir. Voilà. Alors, 2 jours après, je ne sais pas comment ça s'est passé, le Premier ministre téléphone, je ne connais pas. Il dit, c'est le Premier ministre. Je dis, bonjour, Excellence. Il m'a dit, Monsieur le directeur, nous sommes au courant de ce que vous faites. Je voudrais juste vous dire que vous avez tout notre soutien. Et en ce moment, vous imaginez que mon zèle s'est multiplié. Voilà, là vous êtes encouragé à continuer. Absolument, tout à fait.
Alors, ce qui vous a, donc c'est ça, c'est ce qui vous a le plus choqué. Hein, c'est ce qui m'a le plus choqué, mais en même temps ce qui m'a marqué. Okay, donc c'est à deux volets en même temps. Le coup de fil du tout à fait, Premier tout à ministre. fait, Voilà. tout à fait. Alors, nous allons donc continuer, nous allons entamer le volet perspective et engagement pour l'avenir de cette émission. Alors, professeur, quels sont selon vous les défis auxquels la recherche scientifique en sciences humaines fait face au Niger et comment y répondre? Ok. Alors, je pense que de manière globale, sans hésitation, Oui. je parlerai de l'insuffisance de structuration de cette recherche. Parce que la recherche, il faut l'orienter. Et pour orienter la recherche, il faut un cadre managérial stratégique. Dans tous les pays, c'est sous l'égide du ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, on doit pouvoir réunir les représentations de tous les départements qui mettent en œuvre la politique gouvernementale, les réunir afin de déterminer quelles sont les orientations prioritaires de recherche, quelle que soit la discipline de développement. Et maintenant, les universités s'inscrivent dans cette dynamique. Or ce niveau managérial n'existe pas dans l'ordonnancement du ministère de l'enseignement supérieur. Voilà. Donc moi, je pense que, parce qu'on ne peut faire de la recherche qu'en réponse à des problèmes. Tout à fait. La science est là pour résoudre les problèmes, d'appuyer la société, de rendre service à la société. Il faut l'encadrer. Cet encadrement, je pense que ça peut être considéré comme l'élément important dont le manque s'exprime dans l'organisation de notre recherche scientifique. Et du côté des enseignants-chercheurs, est-ce qu'il n'y a pas de défis universitaires? Alors, il y a des défis. Le premier défi, vous savez, les enseignants-chercheurs et chercheurs, ils évoluent dans leur carrière en présentant des dossiers au niveau du CAMES. Oui. Aujourd'hui, cet encadrement, lui, il existe. Certes, c'est un défi, mais c'est quelque chose qui existe. Tandis que l'autre encadrement, qui est l'encadrement de la tutelle, n'existe pas. Lorsque il y aura l'encadrement de la tutelle, il y aura aussi la grande problématique du financement de la recherche. Parce qu'on ne peut pas... Un gouvernement ne finance pas un domaine dont la pertinence n'a pas été mise à l'épreuve. Mais si tous les départements ministériels sont représentés dans ce cadre de concertation, eh bien, les universités sont représentées. On va définir les thématiques de recherche en accord avec le développement national. Et chaque université, en fonction de ses spécificités, va se diriger dans les thématiques qui sont propres à sa nature. Ok, d'accord, professeur, merci. Alors, nous allons continuer. Nous allons vous demander, donc, quel conseil avez-vous à donner aux jeunes enseignants-chercheurs et chercheurs nigériens qui souhaitent s'engager dans la recherche littéraire et académique? La première des choses, c'est déjà de leur souhaiter un bon courage. Il faut du courage. Vous savez, la recherche, de manière générale, on l'a fait parce qu'on a des domaines en passion. Il faudrait que les jeunes soient passionnés. Mais honnêtement, la passion ne commence pas à l'université. La passion commence généralement au secondaire. Il faudrait que dès le secondaire, et là c'est au niveau des politiques publiques, il faut créer de l'engouement pour la recherche. C'est en créant de l'engouement qu'on aura des jeunes qui vont prendre goût à la recherche, être passionnés. Le bon chercheur, on le fabrique depuis le lycée ou le collège. Tout à fait. Alors j'espère donc que votre cri de cœur n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Alors, nous sommes en train de nous diriger progressivement vers la fin donc, de cette émission. Nous ne pouvons donc pas finir cette émission sans vous demander de nous dire un mot sur l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, c'est ce vent de souveraineté qui souffle sur l'Afrique et particulièrement sur les pays du Sahel. Vous êtes un acteur scientifique, vous êtes également, je peux le dire, un acteur entre guillemets politique. Vous avez travaillé avec des décideurs.
Alors, vous allez nous dire un mot sur cette révolution actuelle. Bon, cette révolution, contrairement à ce que beaucoup pensent, Oui. elle n'est pas née dans le contexte actuel. Hein. Depuis les indépendances africaines, Oui. on est dans la quête de la souveraineté. Malheureusement, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués. Vous savez, si on se réfère au parcours de nombreux primo-hommes politiques africains, ils étaient engagés dans le sens de l'autodétermination partout. Oui. Vous les trouvez partout. Hein. Tous ceux qui ont été les premiers présidents, les premiers décideurs, se sont tous engagés. Tout le monde voulait la liberté, l'autodétermination. Oui. Et par ricochet, tout le monde essaie de créer l'unité africaine parce qu'on se dit les idéaux qu'on poursuit ne sont possibles que par l'unité et la cohésion. Mais lorsque vous regardez l'expérience de l'Afrique, c'est une expérience successive de rendez-vous manqués. Toujours voulu, ça n'a jamais marché. Actuellement, ce qu'on constate dans les pays, disons, sahéliens, est plutôt radical, parce que porté par les peuples. Hein. Avant, c'était porté par les décideurs. Voilà, on étouffe l'initiative très rapidement. Or, aujourd'hui, l'initiative, elle est plutôt populaire. Maintenant, on a une grosse responsabilité, nous, intellectuels, une grosse responsabilité d'encadrer cette germination-là, hein, germination, parce que les concepts qui sont évoqués ne sont pas des concepts verbaux, hein, ce n'est pas du verbe. Parler de la sauvegarde de la patrie, parler de patriotisme, hein, ce n'est pas des vains mots, ce sont des postures, des comportements. Or, ce n'est pas tout le temps qu'il y a une adéquation entre ce que nous crions, nous déclamons, et nos comportements. Aujourd'hui, je pense que l'université a un rôle majeur à jouer. Pour qu'un pays réussisse, il faudrait forcément réduire la distance entre la décision et la science. Réduire cette distance, c'est amener le décideur à prendre des décisions en connaissance de cause. À consulter les universitaires pour les associer aux prises de décision. À consulter, c'est une base. Hein. Lorsque vous ne pouvez pas confier la responsabilité à quelqu'un qui est dépositaire de la science, si vous voulez donner à quelqu'un d'autre, faites encore que le dépositaire de la science soit à côté de lui. À ce moment-là, je ne parle pas seulement d'universitaires. Hein. Les universitaires connaissent leur discipline, mais il y a beaucoup de cadres technocrates qui réfléchissent aussi. Qui réfléchissent aussi. Il faut les associer à asseoir un accompagnement pertinent afin que nos efforts ne se réduisent pas encore à des rendez-vous manqués. Oui, c'est ce que je vais dire. D'accord, merci beaucoup à vous, professeur, pour cela. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Nous sommes à la fin donc, de cette émission. Si vous avez un mot de la fin en guise de conclusion pour clôturer donc, cette émission. Bon, le mot de la fin, vous nous donnez l'occasion de l'insérer dans les perspectives qui découlent de l'actualité. Hein. L'autodétermination est un combat toujours difficile. Il ne faut jamais se décourager. Il faut être endurant. Il faut être endurant, comme on dit toujours, résilient. Mais il ne faut pas que ça soit verbal. Ouais. Il faut aller au-delà du verbe. Il faut inscrire ça dans la perspective de l'action. Moi, je pense... et un autre mot d'ailleurs, moi, je suis très alerte sur les questions d'unité africaine. Alors, nous ne sommes pas entendus dans le cadre de la CEDEAO, ça ne fait pas longtemps. C'est bien dommage, parce que les gens nous ont mis en retard, mais il était nécessaire qu'on prenne nos distances. Mais cela ne veut pas dire que
les pays de l'AES ne pourront pas être à la base d'un cadre empreint de plus de dignité. Et sans doute que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec eux peuvent participer, parce qu'en réalité, ce qu'on veut, c'est une Afrique qui gagne. Voilà. Tout à fait. On a toujours besoin donc, des autres pays africains s'entendre sur un minimum commun. Mais forcément, qui, personne ne peut imaginer que ces pays-là aillent chacun de leur côté. Voilà. Ce n'est même pas pensable. En ce moment, nous risquons de perpétuer la colonisation, le néocolonialisme, tout ce qu'on veut. Alors, une fois encore, merci à vous, professeur Abdelaziz Issa Daouda, pour avoir accepté notre invitation. C'est ainsi que s'achève ce numéro de Pensée africaine. Nous avons exploré le parcours et les réflexions du professeur Abdelaziz Issa Daouda, une figure majeure de la pensée africaine contemporaine. Son regard sur notre continent éclaire les dynamiques en mouvement et nourrit notre compréhension du futur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration intellectuelle. Pour revoir cette émission ou découvrir d'autres entretiens inspirants, rendez-vous sur notre site officiel et nos plateformes numériques. Continuez à partager vos impressions et à prolonger le dialogue avec nous sur nos réseaux sociaux. Restez connectés pour le prochain épisode de Pensée africaine. D'ici à là, portez-vous bien et surtout, continuez à nourrir votre esprit.